Europe fédérale ou Europe des nations, c'est le sujet de notre Zoom du jour. Pour en parler, je reçois Bernard Monod. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes économiste politique, ancien député européen pour le Front National, aujourd'hui Rassemblement National, puis pour Debout la France, et vous publiez donc cet ouvrage, L'Eurovision pour les peuples, de l'Europe fédérale à l'Europe des patries. C'est édité chez Muller Édition. Comme je le disais à l'instant, Bernard Monod, vous avez été élu sous l'étiquette FN pour ensuite, en cours de mandat, rejoindre le mouvement de Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France. Pourquoi avoir quitté le Front National, aujourd'hui Rassemblement National ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que je n'y croyais plus du tout, parce que nous avons pris à l'époque des chemins qui sont pour moi des impasses. Troisièmement, pour un problème de caution. Je ne voulais plus cautionner les affaires à la fois judiciaires dans lesquelles le parti et certains membres du parti sont entraînés, et également les problèmes de gestion financière du parti lui-même qui, pour moi, vont mal se terminer. Donc, je me suis désolidarisé à l'époque en ayant mis en garde à plusieurs reprises à toutes les instances. Et donc, étant dans une configuration de non-écoute, il a fallu que je prenne une décision parce que je ne voulais plus être solidaire de ce type de pratique. Lors des dernières européennes, le mouvement de Nicolas Dupont-Aignan a fait un score inférieur à celui de la présidentielle. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir misé sur le mauvais cheval ? Ça ne se pose pas en ces termes-là. D'abord parce qu'il y a eu une multitude de listes à l'occasion de ces européennes, y compris des tentatives de listes de gilets jaunes, d'une part, et donc il y a une dilution énorme des votes, plus la très forte abstention. Donc on ne peut pas la comparer au présidentiel. Et deuxièmement, parce que la configuration s'y prêtait pas tellement au niveau de Debout la France, parce qu'il y avait des présences de partis plus importants, dont le Rassemblement National. Et effectivement, et puis l'arrivée aussi de la REM, qui a aussi rebattu les cartes. Alors, on a un livre politique, mais aussi un livre d'économie. Et le message phare de cet ouvrage, vous le dites, au-delà de 2021, le système financier international ne pourra plus tenir. Expliquez-nous pourquoi. Écoutez, on est arrivé à un stade depuis fin 2016, à un stade qui n'est jamais vu dans toute l'histoire du régime capitaliste, qui est pourtant très ancien, c'est que nous sommes arrivés à des taux d'intérêt négatifs. Et donc ça l'impact et les conséquences des taux d'intérêt négatifs, c'est que ça détruit du capital. Je prends juste un exemple. Je suis l'État français, j'emprunte 10 000 euros pour faire un chiffre rond. J'emprunte 10 000 euros à 10 ans à moins 1%. Eh bien, à la fin des 10 ans, quand je rembourse 9 000 euros. Et donc, on voit bien là qu'il y a une destruction du capital, de la valeur, et que le système ne peut pas perdurer comme ça, parce que dans tout ce dispositif système financier international, il y a le système bancaire qui lui-même est en train d'avoir des marges qui se réduisent de très fortement avec la politique des banques centrales à taux zéro, qui amène effectivement les taux négatifs sur les marchés. Donc, le système est extrêmement fragile. Le système bancaire, moi je vais même jusqu'à dire que le système bancaire dans la zone euro est en état d'urgence parce que la rentabilité est en train de chuter très fortement et que ça met en péril, y compris les clients dans les banques, voire même certaines compagnies d'assurance. Voilà, donc ça ne peut pas perdurer. Et quand on regarde l'ensemble des dettes dans le monde, qu'elles soient publiques ou privées, on voit bien qu'on n'a jamais atteint des niveaux aussi vertigineux et qu'il va se passer quelque chose, un événement majeur sur le système bancaire et financier mondial. Cette situation que vous décrivez comme catastrophique, n'est-ce pas l'accumulation, le résultat d'une accumulation de toutes les lacunes propres à ce régime, le capitalisme ? Moi, je ne remets pas en cause le régime capitaliste, au contraire, je le défends. Mais n'est-ce pas par accumulation que ce régime est en train de s'autodétruire et de poser problème ? Oui, absolument. C'est-à-dire que la machine a été poussée tellement loin pour garder les intérêts et les privilèges d'une élite financière et économique mondiale qui prime sur les États et sur les politiques nationales,
qu'aujourd'hui, ce sont les multinationales qui ont tout le pouvoir, ce sont le système bancaire occidental qui a tous les pouvoirs, et ils organisent le système autour de leurs intérêts privés. Je crois qu'on est arrivé au bout du bout, et que le cycle entre 70 et 2020, grosso modo, va prendre fin, ce système va prendre fin, on va passer à un autre système. La transition va se faire, à mon avis, dans la douleur, parce que les clients dans les banques, voire dans les compagnies d'assurance vie, vont devoir payer la facture, tant et si bien que l'Union européenne a inventé, suite à l'épisode de Chypre en 2013, ce qu'ils appellent en anglais, je m'excuse, le jargon anglo-saxon, mais le buy-in, qui correspond à ce qu'on appelle la directive de l'Union bancaire européenne. Alors, consiste en fait, l'Union bancaire européenne consiste en fait à aller capter l'argent sur les dépôts bancaires des clients, donc sur voire votre sur compte l'épargne, en banque. Absolument, compte en banque. Alors le système au-delà de 100 cherche. 000 euros, il y a des. Voilà, il y a la supercherie qui fait qu'on laisse entendre qu'il y aurait une protection jusqu'à 100 000 euros, et que de toute façon, je n'ai jamais eu 100 000 euros sur mon compte bancaire, donc je ne me sens pas concerné. Sauf que c'est faux, parce que l'Allemagne... C'est pas du tout garanti, ça. Alors, il y a deux choses. Il y a l'aspect institutionnel et politique. L'Allemagne ne veut pas appliquer ce dispositif-là. Ils l'ont laissé entendre à mots couverts. Et j'en parle justement dans un paragraphe du livre. Et deuxièmement, il y a également l'aspect quantitatif. C'est-à-dire que pour garantir ces fonds-là, il y a des fonds de garantie des dépôts. En France, c'est 3 milliards pour garantir 400 milliards. Et au niveau européen, il y a également un fonds qui s'est constitué, mais qui est très modique, qui est d'environ 20 milliards pour 1500 milliards de dépôts dans la zone euro. Donc vous voyez que l'échelle et la proportion n'est pas du tout au niveau des risques et des enjeux. Et donc, il n'y aura aucune protection. Et s'il faut descendre jusqu'à 15 000, 10 000 ou 5 000 euros sur les comptes bancaires, ils le feront sans aucune vergogne. C'est un hold-up légal organisé par l'Union européenne. Le système bancaire de la zone euro, vous le dites, est en état d'insolvabilité. Et ce sont, c'est vous qui le dites, les banques allemandes qui sont aujourd'hui les plus fragiles. À commencer d'ailleurs par la Deutsche Bank et la Commerzbank. Absolument. Bon, je ne suis pas le seul à le dire, mais en fait, si vous voulez, les fonds propres, le capital de la Deutsche Bank ne vient pas couvrir là très largement l'ensemble des engagements de la banque au niveau mondial. Donc, elle est extrêmement, c'est un mastodonte au pied d'argile. Et donc, il faut quand même rappeler que c'est la première banque allemande de la première économie de la zone euro. Qui est en train de licencier à tour de bras actuellement. Oui, mais ça ne suffira pas. Et ça fait déjà 4 ou 5 restructurations qu'ils ont entamées. Ils n'en sortent pas. Ils ont essayé une fusion avec la Commerzbank. Oui, qui n'a pas fonctionné. Bon. Et bon, voilà, on est dans une impasse. Le système est extrêmement fragile. Et donc, si la première banque de la première économie est extrêmement fragile, imaginez l'ensemble des autres de la zone euro. Les banques italiennes sont pas loin derrière. Pour rassurer un peu nos compatriotes, les banques françaises sont plutôt plus solides que les banques italiennes, etc. BNP, Société Générale. Mais comme c'est un effet de contagion et que si une tombe, ce sera l'effet domino qui va entraîner toutes les autres, nous avons les banques françaises cumulées ont une exposition de plus de 300 milliards sur la dette italienne. Donc ce sera l'effet domino. Pour revenir au régime capitaliste en difficulté au niveau international, est-ce que vous pensez qu'il est réformable aujourd'hui, étant donné la puissance que ont acquis les grands groupes internationaux aujourd'hui ? Oui, il est. Moi, quand j'ai écrit ce livre, qui pourra se mettre au-dessus des grands groupes internationaux en leur dictant la loi ? Les nations. Voilà, c'est bien pour ça que je suis patriote, tout en respectant, bien entendu, les règles, en défendant l'état de droit, qui est fondamental si on veut être démocrate, et que j'ai écrit ce livre justement comme un livre d'espoir, de solution. La dernière partie de mon livre est entièrement des propositions concrètes, crédibles et réalisables. Et donc, oui, mais il faut pour ça reprendre l'indépendance de la France dans l'Europe et dans l'Union européenne, pour pouvoir ensuite
ensuite réimposer des règles qui défendent les intérêts du Quelles peuple. seraient justement ces propositions une fois la souveraineté des nations récupérée? La première des choses à faire, c'est de rapatrier le pouvoir de contrôle de notre système bancaire français en France, car aujourd'hui il est à Francfort, à la Banque Centrale Européenne, en tout cas pour les grandes banques françaises, et également le système financier, reprendre les manettes, les règles pour pouvoir, je dirais, contenir le risque systémique qui est en train de grossir en France. Le problème... et dans la zone euro. Le problème de fond, c'est pas que le régime capitaliste, quelque part, est devenu un régime bancaire? Oui, c'est la finance qui a pris la suprématie sur l'économie réelle. 2 chiffres. L'ensemble des dettes publiques et privées mondiales, c'est à peu près 250 trilliards de dollars. Et l'économie mondiale, le PIB mondial, c'est à peu près 75 milliards. C'est-à-dire que l'ensemble des dettes et de la finance représentent 3 fois l'économie réelle. Donc on voit bien que ces proportions-là n'ont jamais été atteintes dans toute l'histoire du capitalisme et qu'il va se passer quelque chose forcément. Et je crains que ce soit d'ici 2021. Mais encore une fois, cette crise doit être considérée comme une opportunité. C'est-à-dire que c'est une manière de purger aussi un système qui est vérolé, une économie zombie, pour pouvoir proposer un autre système. Simplement, il faut s'y préparer, il faut le construire, et il faut avoir des gens sérieux pour le faire. Alors, vous êtes, depuis l'élection présidentielle de 2017, ce qu'on appelle devenu euro-réaliste, c'est-à-dire que vous n'êtes plus pour que la France sorte de l'Union européenne ou de la zone euro, mais que la France, ou en tout cas les hommes politiques français, la réforme de l'intérieur, cette Union européenne. Ouais. Mais on voit bien qu'avec les difficultés qu'aujourd'hui l'Angleterre a à se sortir justement de cette union, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on peut aller jusqu'à réformer l'ADN de l'Union européenne ? Simplement parce que le choc systémique dont on vient de parler, c'est-à-dire ce grand krach financier occidental, va permettre de créer les conditions, d'abord de briser l'Union européenne telle qu'elle est, elle ne survivra pas à un tel choc systémique, et de créer les conditions pour rebâtir derrière une Union européenne que moi j'ai qualifié, enfin que je propose, c'est le modèle d'alliance européenne des nations. Qui permet aux patries et aux États de reprendre leur indépendance dans l'ensemble de l'Europe et de ensuite coopérer sur des grands projets structurants et qui permettent aussi de créer une Europe puissance. J'y inclus personnellement aussi la Russie à terme. Je pense que la Russie a vocation à terme de rentrer dans l'Europe continentale pour X raisons, notamment aussi culturelles et économiques, politiques, et de l'associer face à la concurrence mondiale, puisque nous sommes face à une guerre commerciale entre les États-Unis, la Chine, l'Europe, les grandes puissances du globe. Et donc c'est en étant forts, unis, avec des mêmes, je dirais, fondamentaux, que nous arriverons à constituer une Europe puissance. Vous pensez vraiment que ce tsunami économique et financier que vous redoutez, que vous prévoyez, détruira l'Union européenne, sachant qu'à chaque fois que l'Union européenne, en tout cas que les élites bruxelloises rencontrent des difficultés, elles injectent des liquidités pour surmonter, et des liquidités d'ailleurs qui sont créées ex nihilo, donc... Absolument. Vous avez raison, vous touchez du doigt le cœur de leur dispositif. Ils continueront en fait à alimenter leur système. Donc en fait, est-ce que leur système pourra mourir de lui-même ? Oui. Il est déjà à l'agonie. Quand on vient de parler des taux d'intérêt négatifs, c'est l'agonie du régime capitaliste et du système ultralibéral tel qu'ils l'ont bâti depuis 30 ou 40 ans. Donc on marche sur la tête. Je ne sais pas si les gens réalisent, c'est de la destruction du capital. Donc moi je parle dans l'intérêt de sauver justement le système capitaliste en soutenant nos entreprises d'abord nationales, quelles qu'elles soient, des plus petites aux plus grandes, et puis d'avoir une solution pour pouvoir rebâtir derrière. Donc rebâtir une Union européenne réformée dans le modèle que j'ai proposé, et puis rebâtir un système monétaire, donc de la BCE, avec un euro, monnaie commune, et non plus un euro, monnaie unique. C'est radicalement différent. C'est ce que j'ai proposé moi depuis 2008
2008, date à laquelle on avait annoncé la crise de septembre 2008, plusieurs mois avant. Et donc, j'avais déjà dit que ça viendrait du système bancaire. C'est ce qui s'est produit à l'époque. Et c'est ce qui va se renouveler prochainement. Voilà. Pour répondre à votre question par rapport au Brexit, moi je ne suis pas personnellement pour sortir radicalement de l'Union européenne. Je suis pour rester dans l'Union européenne, de la réformer de l'intérieur grâce à cette méga crise qui nous permettra de le faire, donc dans des conditions extraordinaires. Et puis je pense que le Brexit, on n'en verra jamais la couleur. C'est mon avis politique. Je le dis déjà depuis près d'un an, depuis octobre 2018. Vous dites que les Britanniques seront réinvités aux urnes pour un nouveau référendum jusqu'à ce qu'ils aillent dans le sens qu'on veut bien... Pas du point de vue de l'Union européenne, du point de vue purement britannique, c'est-à-dire que c'est un petit peu l'Arlésienne. On voit bien qu'ils ont voté en faveur du Brexit, de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, sauf que dans la pratique, c'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre, d'abord politiquement, puis ensuite administrativement. C'est une intégration de 30 ans ou 40 ans de droit européen dans du droit national. Donc c'est des milliers de fonctionnaires et de juristes qui vont devoir gratter pour dénouer. Voilà, donc ça prend énormément de temps, c'est très compliqué à faire passer au niveau de la population. Et je pense que de toute façon, pour moi, ça va être un Brexit, c'est-à-dire c'est l'Union européenne qui va sortir d'elle-même, qui va sortir de Bruxelles. Donc attendons, hélas, ce méga crack qui va être purificateur, parce que je pense que ça va être un moyen, si vous voulez, de reprendre la main politiquement sur l'économie, on va dire, zombie. Mis à part la venue de ce méga crack, vous dites que la sortie de la zone euro, les Français n'en veulent pas. C'est une impasse politique, dites-vous. Ne pensez-vous pas plutôt qu'ils se sont résignés à force ? Au début, ils se sont résignés. Depuis 2008, ils se sont résignés. Mais après, à force d'avoir un bourrage de crâne, à la fois politique et médiatique, de ceux qui défendent l'Union européenne fédérale telle qu'elle est aujourd'hui, en leur disant que c'était la stratégie de la peur, que c'était le chaos, etc. Le chaos, il est déjà là. Quand on parle de taux d'intérêt négatif... Mais le chaos, est-ce qu'on peut dire vraiment qu'il est là ? Les gilets jaunes, c'est la manifestation d'un chaos économique et social, et qui ne fait que commencer, de mon point de vue. Vous allez voir que probablement parce qu'une majorité de Français ont encore de quoi se loger, de quoi se nourrir. Majorité, oui, mais beaucoup sont dans le dénuement. On a près de 10 millions de pauvres aujourd'hui en France, 6,5 millions de chômeurs. Et que malgré tous les efforts et les sacrifices qui sont faits par les Français, y compris en impôts, en taxes, en charges, etc., on voit bien que le pays est en train de s'appauvrir. Et on ne voit pas d'amélioration, contrairement à ce qu'on nous dit. Les reprises économiques, etc., on ne les voit pas. Enfin, dans la pratique, on ne les voit pas. Donc, je pense qu'il va falloir que les Français se préparent effectivement à ce choc, pour ensuite évoluer vers une amélioration de cette Union européenne. Moi, je propose concrètement ce modèle institutionnel qu'est l'Alliance européenne des nations, c'est-à-dire redonner... Cette fameuse troisième voie. C'est ça, ni Frexit, ni fédéralisme. On a eu 25 ans de fédéralisme. Le Frexit, vous l'avez évoqué avec le Brexit, c'est extrêmement compliqué et c'est anxiogène auprès de l'opinion publique. Donc c'est pour ça que je parle d'impasse politique. Et moi, ça, je l'avais déjà dit dès 2016-2017, on ne fait pas de Frexit, on tente de réformer de l'intérieur. Et puis, même chose pour l'euro, on peut sortir de l'euro. En fait, l'euro sort de lui-même, en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Depuis 2015, il s'est passé énormément de choses. C'est que c'est le système bancaire qui représente l'euro. Donc, on peut, en reprenant le pouvoir sur le système bancaire français, en France, on peut, de l'intérieur, là aussi, reprendre le pouvoir de contrôle de notre finance et de notre système bancaire. Pour en revenir une dernière fois à la théorie, vous dites, si les Français n'en voulaient plus de cet euro, ils s'en débarrasseraient. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, les Français ont le ou les moyens de se débarrasser de l'euro, en tout cas s'ils n'en voulaient plus ?
Non, ils le réclameront probablement après le choc systémique dont je vous ai parlé, ce méga crack financier qui sera, je dirais, le catalyseur d'un changement de modèle, de réforme structurelle. Quelles seront ces conséquences immédiates sur les Français, les conséquences de ce crack que vous annoncez? Ça va être immédiat, c'est ce qui s'est passé. Vous savez, de ce dont je suis en train de vous parler, ça s'est produit à Chypre en 2013, en Grèce en 2015. Pendant près de 15 jours, tout le système bancaire grec a été fermé et les Grecs, des plus pauvres aux plus riches, si, retirés, mais dans la limite de 50 euros par jour. Ouais. Donc imaginez que pendant 48 heures en France, on dise aux Français, vous pouvez retirer que 50 ou 60 euros par jour à votre distributeur. Imaginez le traumatisme général. Donc, et vous n'avez pas peur d'affrontements de rue? Il y en aura à terme, forcément. Si on continue dans ce système-là, il y aura des émeutes et des insurrections. Mais est-ce et que moi, je propose une solution douce pour justement essayer de passer à un autre système qui redonne la part belle aux États, aux patries, que les patries soient indépendantes au niveau de cette Union européenne réformée. Et à partir de là, on pourra reconstruire, rebâtir un système prospère et où les gens seront heureux. Mais vous proposez ce système, et hélas, vous n'êtes pas, ou pas, mais vous n'êtes pas aux commandes de l'Union européenne, et donc ce que vous redoutez devrait se produire. Et donc, quand ça se produira et quand les gens pourront plus retirer d'argent depuis leur compte, il y aura peut-être donc des affrontements terribles sur le territoire français. Et donc, à ce moment-là, est-ce que les Français deviendront sages en se disant il faut qu'on remette tout à plat, ou alors ça continuera et les gens se tueront dans la rue pour bouffer une boîte de conserve? C'est là qu'il faut apporter des solutions politiques qui rassurent l'opinion publique et nos compatriotes. Des solutions raisonnables, crédibles et faisables. Pourquoi je dis faisable? Parce que il y a toutes sortes d'idées sur la table, sauf que c'est très théorique, mais dans la pratique c'est infaisable. Donc je crois que c'est pour ça que je parle d'un livre d'espoir. C'est-à-dire il y a des solutions extrêmement concrètes avec un schéma, un modèle institutionnel qui apporte des solutions pour rétablir la prospérité, rétablir l'emploi en France et se donner les moyens de reprendre le pouvoir et éviter les hémorragies. Je voudrais juste citer un chiffre parce que moi j'ai été membre de la commission taxe, donc une commission fiscale suite au scandale en 2014, vous avez des affaires de LuxLeaks avec qui mettait en cause le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Qu'entre parenthèses, je baptise le pirate européen, parce qu'il a été à la manœuvre pendant 20 ans au Luxembourg pour piller les recettes fiscales de ses petits partenaires. Bon. Et après, c'est lui qui appelle à la solidarité européenne. Donc il y a un cynisme absolu chez ces gens-là. Et clairement, il est ressorti à la fin de cette commission d'enquête que la France perdait, parce que moi c'est ce qui m'intéresse, c'est la France, perdait environ 100 milliards d'euros donc de recettes fiscales, 65 milliards d'impôts sociétés des grandes entreprises multinationales qui font du business en France, mais qui ne payent pas du tout d'impôts en France. Vous appelez l'hémorragie fiscale. Que j'appelle l'hémorragie fiscale, exactement. Et l'autre volet, c'est 35 milliards au titre de la fraude à la TVA. Je donne un exemple, Airbnb. Vous payez une chambre Airbnb en France, la plateforme est probablement, en tout cas certainement hors de France, en Irlande ou je ne sais où, vous, ou en Hollande, vous payez la TVA en tant que client, mais est-ce que Airbnb restitue la TVA à l'administration fiscale française, à ce qu'on appelle le Trésor public, enfin DGFiP? Je ne crois pas. Je ne crois pas, c'est ce qui participe de la fraude à la TVA, sans compter qu'il y a des organisations, y compris mafieuses, qui ont organisé des carrousels de TVA intra-communautaires d'un pays dans un autre et qui créent cette hémorragie fiscale de 100 milliards d'euros par an depuis près de 15 ans. Je vous rappelle, le déficit budgétaire français est en moyenne de 65 milliards par an. Et tous les gouvernements, quelles que soient les couleurs politiques, réclament aux Français des sacrifices, de se faire des efforts, des réformes structurelles sur les retraites, sur l'assurance chômage, sur les prestations sociales de la sécurité sociale. Donc c'est toujours les mêmes et dans le même sens. Voilà. Mais moi, j'ai jamais vu aucun gouvernement aller faire des contrôles fiscaux de Google, Amazon, Facebook pour leur faire payer leur dû en France. Voilà. Et ça, c'est à cause de l'Union européenne, des règles de fonctionnement de l'Union européenne, qui a ouvert les frontières, qui a dérégulé tout. Il n'y a plus aucun contrôle sur ce qui rentre ou ce qui sort de notre pays.
Quand cette forme de révolution subie va subvenir, concrètement, quelles seront les premières mesures à mettre en place pour essayer de rééquilibrer les choses ? Je vous l'ai dit, je crois tout à l'heure, c'est en fait rapatrier immédiatement le pouvoir de contrôle du système bancaire français à Paris, en France, et également du système financier via la Banque de France, parce qu'il faut rompre aussi l'indépendance qu'ont acquise les banques centrales nationales dans toute la zone euro, et bien entendu la BCE, et puis aussi avoir un regard, un contrôle sur ce qui me paraît fondamental, ce qu'on appelle le trésor, le véritable trésor, c'est les réserves d'or qui sont déposées à la Banque de France, qui ont déjà été rognées, je vous signale, en 2004 par Nicolas Sarkozy, ministre des Finances, qui a fait vendre, je crois, 614 tonnes d'or sans aucune autre... non, sur les marchés, tout simplement. Enfin, sur ordre des États-Unis. Sur ordre des États-Unis. Conseil des États-Unis. Voilà, sur recommandation, comment ça se passe. Ce qui est un paradoxe, puisque les banques centrales sont indépendantes. Donc comment le gouverneur de la Banque de France a accepté de se soumettre à un simple ministre de l'économie sous la présidence de Jacques Chirac et de Villepin. Donc ça, pour moi, je considère ça comme une haute trahison. Et c'est extrêmement grave de se départir de sa réserve d'or. Et vous allez voir dans les années qui vont venir que ça va représenter un rôle extrêmement important sur le redressement de notre pays. Dans votre ouvrage, et c'est ma dernière question, Bernard Monod, vous rêvez d'un Emmanuel Macron converti aux vertus de l'indépendance nationale. Vous croyez à la rédemption en politique, vraiment ? Vous savez, après cette succession de chocs que l'on va connaître, je crois à la rédemption, oui, de manière générale, et je crois à l'intelligence des êtres humains face aux grands événements. Et donc, j'en appelle, si vous voulez, à leur intelligence, et si c'est Macron ou si c'est un autre qui sera à la manœuvre à ce moment-là, je pense qu'il faut reconstituer une véritable union nationale qui agrège l'ensemble des Français, voilà, des citoyens français, pour reconstruire, rebâtir le pays. Car le choc que l'on va subir, financier, économique, social, etc., sera de l'ampleur de la Deuxième Guerre mondiale qu'on a connue. Il va y avoir une destruction de richesses énorme. Il n'y a pas qu'en France, c'est dans tout l'Occident. Mais ce qui nous intéresse, en l'occurrence, prioritairement, c'est la France. Et donc, il faudra des bonnes volontés partout. Voilà. Et de la bienveillance générale vis-à-vis de nos compatriotes. Je rappelle, Bernard Monod, le titre de votre ouvrage, sorte de manuel pour révolutionnaires, on peut dire ça ? Non, pas du tout, au contraire, très constructif, pour éviter le pire. L'Eurovision pour les peuples, c'est donc chez Muller Éditions, de l'Europe fédérale à l'Europe des patries. Merci Bernard Monod. Merci à vous. Bon, on a fait 26 minutes 30, c'est nickel.